Bonjour et bienvenue à cet atelier sur les huiles essentielles de base. Le module de base sur les huiles essentielles pour apprendre à les utiliser dans votre quotidien. Nous aborderons d'abord dans cet atelier l'histoire des huiles essentielles. Ensuite, nous aborderons la qualité des huiles essentielles. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle? Comment choisir une huile essentielle? Puis, comment s'en servir? Et enfin, les 10 huiles essentielles de base que je vous conseille. Alors, pour rappel, je suis conseillère en aromathérapie. Je travaille avec une marque qui est doTERRA. Et du coup, je vous parlerai également de doTERRA et de pourquoi j'ai choisi cette marque dans cet atelier. Voilà. Alors, c'est parti. Je ne pouvais pas commencer un atelier sur les huiles essentielles sans vous parler d'abord de la base de l'hygiène de vie à avoir, parce que utiliser les huiles essentielles dans son quotidien, c'est bien, mais avoir une hygiène de vie plus saine et responsable, c'est encore mieux. Voilà. Alors, devant vous, vous avez la pyramide du bien-être. La pyramide du bien-être, alors moi j'ai l'habitude de présenter la pyramide de Maslow, qui est la pyramide des besoins, et là, celle-ci, c'est celle du bien-être. Donc, elle est en 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages, si vous regardez. Et ces 6 étages correspondent aux priorités que vous devez nourrir et satisfaire dans votre vie pour être en bonne santé. Alors, tout d'abord, une alimentation saine. Donc, la première règle du bien-être, c'est de manger sainement. Manger sainement, c'est quoi? C'est une alimentation de saison, une alimentation locale, la plus locale possible, et une alimentation sans intrants chimiques et le moins transformée possible. Voilà, par exemple, manger des tomates en hiver, ce serait contre nature. Donc moi, ce que je vous recommande pour le premier étage, c'est du coup de vous nourrir en fonction du calendrier des saisons, de connaître les produits que vous ingérez et savoir d'où ils viennent. Donc nous, on va se fournir chez des producteurs locaux qui cultivent les légumes et les fruits en bio. Et la viande, parce qu'on n'est pas végétarien, mais on peut faire le choix d'être végétarien aussi, ou de consommer moins de viande. C'est aussi du bétail ou de la volaille qui est élevé de manière biologique et responsable. Voilà, donc je dis souvent à mes enfants, c'est un poulet qui a couru, c'est un poulet qui a été heureux, et voilà, donc je dis souvent ça à mes enfants. Ensuite, au niveau de l'alimentation, manger le moins transformé possible. Donc, on va éviter les plats préparés, les plats congelés tout prêts, là. Voilà, le moins possible. Et si vous avez des inconforts au niveau digestif, etc., intéressez-vous aussi à votre consommation de laitage et de gluten. Puisqu'on observe quand même régulièrement que chez les gens qui mangent moins de laitage et de gluten, voient certains de leurs inconforts quotidiens diminuer grandement, comme la fatigue, les migraines, les maux de tête, les maux de ventre, les sautes d'humeur, etc. Voilà, tout ça peut venir de là. Donc, regardez vraiment. Et puis, faire une cure une cure de cru ou 2 détox par an. Enfin, voilà, c'est la base au niveau alimentaire. Après, on pourrait en faire un atelier tout entier. Mais là, ce n'est pas l'enjeu. Au deuxième étage de la pyramide, vous avez pratiqué de l'exercice physique. Donc, le minimum, c'est 20 minutes par jour.
Hein. Quel que soit l'exercice que vous privilégiez, ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être courir si vous aimez courir, ça peut être faire du cheval si vous aimez faire du cheval, faire du vélo, aller faire un petit footing, ce que vous voulez, nager, ce que vous voulez, mais bouger. Votre corps a besoin de bouger pour éliminer les toxines, pour éliminer le stress, et puis pour être en bonne santé. Voilà, on a besoin de se dépenser suffisamment. À l'étage supérieur, vous avez le repos et la gestion du stress. Donc, un sommeil suffisant et de bonne qualité. Donc, j'ai fait un atelier spécial sur le sommeil que je vous invite à visualiser. Et la gestion du stress, donc c'est pareil, j'ai fait un atelier spécial sur le stress. Vous pouvez le visualiser également. Au-dessus, vous avez réduire les toxiques. Donc, réduire les toxiques. Donc, on a parlé de la viande qui peut être un toxique. On a parlé des pesticides. On a parlé je vais y arriver, du gluten et du lait pour certaines personnes. Voilà, c'est tous les toxiques que vous pouvez ingérer. Et les toxiques, c'est aussi ce qu'il y a dans l'air. Donc, vivre dans un environnement sain, c'est-à-dire pas à côté d'une usine qui va complètement polluer, vous éloigner des pots d'échappement. Il faut savoir que l'intérieur, la qualité de l'air intérieur, c'est aussi celle qui donne le plus de toxiques. Donc, être vigilant aussi dans tout ce que vous avez dans votre maison. C'est-à-dire les tissus que vous utilisez, les peintures que vous utilisez, les matériaux que vous utilisez si vous construisez votre maison. Tout ça va amener une toxicité dans votre vie. Et donc, c'est intéressant aussi de se soucier de tout ce qui se trouve dans votre environnement de vie. Voilà. Au-dessus, une automédication raisonnée. Automédication raisonnée, c'est quoi? C'est par exemple l'utilisation des huiles essentielles, c'est l'utilisation de tout ce qui est produit naturel en fait. Plutôt que de prendre des médicaments chimiques, là aussi, et d'en abuser. Ça va être déjà la quantité que vous allez absorber, c'est-à-dire limiter au maximum et privilégier les solutions naturelles, boire des tisanes, utiliser les plantes au maximum, et puis le faire de manière raisonnable. C'est-à-dire, voilà, si c'est remplacer des médicaments que vous prenez quotidiennement par des huiles essentielles, bon, ce sera peut-être mieux parce que vous limiterez les effets secondaires, mais, et que c'est plus naturel. Mais l'idée, c'est quand même de privilégier les solutions naturelles et privilégier tout ce qui est en dessous, déjà dans la pyramide. Si vous en êtes, si physiquement vous avez des soucis, posez-vous la question aussi de comment vous avez alimenté votre corps. Et quand je dis alimenter, c'est en règle générale. Voilà, c'est pas que l'alimentation, la nourriture, quoi. C'est aussi, est-ce que vous avez bougé suffisamment? Est-ce que vous avez fait du bien à votre corps? Est-ce que vous avez écouté votre corps? Voilà, est-ce que vous avez fait ce qu'il faut pour être en bonne santé? Et tout en haut, vous avez les soins médicaux. Voilà. Donc tout ce que vous allez, aller chez le médecin et tout ce que vous allez, c'est le dernier recours. Enfin, ça doit être le dernier recours. Voilà. Donc c'est important de parler de cette pyramide parce que c'est vraiment la base du bien-être, quoi. Et qu'avant de parler des huiles essentielles, c'est intéressant de s'intéresser à où on en est. Donc je vous invite à vous questionner là, à où vous en êtes sur une échelle de 1 à 10 sur chacun de ces paliers. Voilà. Alors, ensuite, je voulais vous parler de l'histoire des huiles essentielles, avant de vous dire qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle. Les huiles essentielles sont utilisées depuis la nuit des temps. Les aborigènes les utilisaient 40 000 ans avant notre ère. Voilà. En Inde, on a trouvé des textes en sanskrit, donc c'est les textes les plus anciens de la médecine ayurvédique, voilà, qui répertorient les plantes et leurs propriétés médicinales. Dans l'Égypte ancienne,
les huiles essentielles étaient utilisées de manière, enfin c'était sacré, ça avait vraiment une connotation sacrée. Et on croyait en la magie des plantes, en fait. Donc elles étaient utilisées autant pour la médecine que pour la parfumerie, que pour les cosmétiques et l'embaumement. Donc à peu près les utilisations qu'on en a aujourd'hui, en dehors de l'embaumement qu'on ne pratique plus. Donc la civilisation égyptienne, elle est considérée comme la civilisation qui a créé les huiles essentielles. Voilà, ils avaient leur procédé avec des tissus, ils imbibaient des tissus, puis après ils essoraient les tissus. Et c'est vraiment super intéressant de se rendre compte que même sans alambic, etc., ils savaient déjà utiliser les molécules des plantes. Et donc ce sont eux qui ont influencé d'autres civilisations comme la Grèce, l'Empire romain et l'ensemble du bassin méditerranéen. Voilà. Donc ensuite, les Chinois aussi l'ont beaucoup utilisé. Le premier ouvrage sur les recettes à base d'huile essentielle date d'il y a plus de 3500 ans. Et il dénombrait déjà à l'époque plus de 100 plantes utilisables sous forme d'huile essentielle. Ensuite, il y a Confucius, que vous connaissez peut-être, qui a rédigé le traité de la chambre à coucher. Donc lui, il s'est intéressé aux aspects utilisation des plantes pour la sexualité. Voilà. Ensuite, en Grèce et dans l'Empire romain, on retrouve 5 volumes qui s'appellent Materia Medica, qui recensent 520 plantes médicinales. Donc ça, c'est un ouvrage de référence qui est resté l'ouvrage de référence jusqu'à la Renaissance. Voilà, c'est Discoride, un médecin de l'époque qui l'avait rédigé. Et puis, au Moyen-Âge, il y a plus d'une centaine d'huiles essentielles qui étaient utilisées. Alors, c'était assez controversé au Moyen-Âge parce qu'en fait, c'était associé aux sorcières. Les huiles essentielles et l'utilisation des plantes étaient associées aux sorcières et que les sorcières, comme je vous apprends peut-être rien quand je vous dis ça, mais les sorcières étaient plutôt mal vues et on les arrêtait et on les tuait parce qu'elles avaient un savoir qu'on méconnaissait et ça faisait peur en fait. Ça faisait peur et du coup elles étaient mises sur le bûcher, elles ont été beaucoup malmenées et martyrisées. Et voilà, c'était beaucoup des femmes qui avaient ce savoir-là et elles faisaient peur en fait. On voulait tout garder sous contrôle. Donc, il y avait ce mélange entre voilà, le savoir des plantes était transmis et conservé au sein des monastères, en fait, et était vraiment conservé par la religion, comme beaucoup d'autres choses hein, d'ailleurs. Et du coup, c'était pas possible de diffuser sur les huiles essentielles, même s'il y avait des savoirs qui se transmettaient de femme en femme, par exemple. Voilà. Donc ça a été préservé mais gardé juste par une certaine partie de la population. Et puis il a fallu attendre les années 30 notamment que René Maurice Gattefossé écrive le premier livre qui a été largement diffusé, qui s'appelle Aromathérapie. Donc c'est le premier à utiliser le terme aromathérapie. Et en fait, René Maurice Gattefossé, lui, il travaillait plutôt pour des chimistes. Et en fait, il y a eu un incident dans son laboratoire et il s'est brûlé la main très très fort. Et il avait de la lavande. Donc en fait, il utilisait plutôt les huiles essentielles pour la parfumerie. Et en fait, un jour, il y a eu un incident et il a brûlé sa main. Et il avait le baquet avec l'huile essentielle, l'essence de lavande juste à côté de lui. Il a plongé sa main dedans et il a observé que ça soulageait instantanément sa brûlure et que ça guérissait beaucoup plus vite, que ça cicatrisait en fait. Et c'est de là qu'il a commencé à s'intéresser aux vertus des plantes
d'un point de vue plus aromathérapie et pas uniquement pour la parfumerie. Et donc, il a rédigé ce premier ouvrage. Ça a commencé, alors ça a été mis un petit peu de côté, hein, toujours, parce que c'est aussi l'époque où les médicaments chimiques, enfin synthétiques, sont apparus et se développaient beaucoup, beaucoup. Et du coup, on n'avait pas tellement envie ni intérêt à ce que le savoir autour des huiles essentielles se développe, puisqu'on privilégiait l'industrie, en fait, l'industrie pharmaceutique. Voilà, donc ça a été mis un petit peu de côté. Et puis, il a fallu attendre Jean Valnet et la guerre d'Indochine pour que les huiles essentielles soient davantage mises en avant et davantage reconnues. Voilà. Dominique Baudou, lui, de son côté, donc Jean Valnet, vous connaissez peut-être, il y a une marque qui s'appelle Valnet et qui existe toujours, et donc c'est un des fondateurs de la diffusion autour des huiles essentielles, quoi. Et Dominique Baudou, qui est aussi très très connu, en 1991, lui, il a carrément proposé de diffuser beaucoup autour de démocratiser les huiles essentielles. C'est lui qui a fabriqué les premières synergies d'huiles essentielles qu'il a mis sur le commerce. Et puis, il a aussi mis en vente des gélules, des shampoings à base d'huile essentielle. Voilà. Et aujourd'hui, les huiles essentielles sont très, très, très présentes sur le commerce. On en trouve beaucoup et de toutes sortes. Voilà, pour la petite histoire. Donc, je trouve ça intéressant de savoir d'où ça vient. Parce qu'on dit oui, qu'est-ce que c'est, etc. Mais en fait, ça vient de la nuit des temps et on les utilise depuis la nuit des temps. Et c'est scientifiquement prouvé leur efficacité, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est une huile essentielle ? Une huile essentielle, c'est un extrait aromatique liquide concentré qui est obtenu par distillation à la vapeur. Alors, j'ai pas, si plus loin, je vais vous montrer l'image d'un alambic. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on utilise les différentes parties de plantes. Donc, ça peut être les fleurs, les feuilles, le bois, les racines, les écorces, les fruits. Donc, on utilise différentes parties et chaque partie de la plante va avoir des vertus différentes. C'est pour ça que c'est intéressant et que c'est même nécessaire de savoir quelle partie de la plante a été utilisée pour fabriquer l'huile essentielle que vous allez utiliser. Parce que suivant la partie de plante qui a été distillée, vous n'aurez pas la même utilisation de l'huile essentielle et on ne l'utilisera pas pour la même chose. Voilà, donc une huile essentielle, c'est donc une essence distillée via un alambic. Et en fait, c'est la vapeur d'eau qui sépare les molécules de plantes et qu'on va pouvoir récupérer et mettre dans un flacon et que vous allez récupérer sous ce format-là, du coup. Et l'eau utilisée pendant la distillation, enfin les résidus d'eau, c'est ça qu'on appelle l'eau florale. Et on va avoir une autre utilisation de l'eau florale. Voilà, donc le rendement d'une plante à l'autre est très variable. Et c'est ce qui explique aussi l'écart de prix. Par exemple, vous voyez, là, j'ai mis l'exemple du clou de girofle. Il faut 7 kg de boutons floraux pour fabriquer 1 kg d'huile essentielle de clou de girofle. En contrepartie, pour 1 kg d'huile essentielle de rose de Damas, il faut 4 tonnes de pétales. Vous voyez l'écart entre 7 kg et 4 tonnes. Et le procédé est très différent aussi. Cueillir des clous de girofle, alors extraire les clous de girofle, c'est évidemment ça prend du temps et il faut que ce soit fait avec soin. Mais imaginez récupérer les pétales de rose qu'il faut aussi pas prendre à n'importe quel moment. Il faut que ce soit quand ils sont bien ouverts, quand ils sont beaux, pas trop flétris, pas trop fanés, suffisamment ouverts. Enfin voilà, donc c'est tout un art. Et du coup, c'est pour ça que la rose, l'huile essentielle de rose, coûte très très cher. Voilà. Une huile essentielle, c'est une centaine de molécules terpéniques.
ça s'appelle des molécules terpéniques et aromatiques, qui vont être particulièrement actives sur le métabolisme humain. Voilà, il y a vraiment, dans une huile essentielle, vous avez l'extrait le plus pur de la plante. Et vous avez du coup toute la puissance et la vibration de la plante, puisque la plante vibre comme tout être humain et comme toute chose en ce monde. Voilà. Vos pensées, vos paroles, vos aliments ont une vibration et vous avez intérêt à avoir une vibration la plus élevée possible. Voilà, donc la plante, pour qu'elle ait une vibration la plus élevée possible, il va falloir qu'elle ait été élevée de la manière la plus responsable, respectueuse et consciente possible. Donc, on va y venir après, du coup. Alors là, je vous ai mis un petit panel de photos de plantes, parce que je trouvais ça assez chouette pour vous connecter à la vibration des plantes. Moi, j'aime bien regarder les photos. Donc là, ce sont des photos extraites du site internet Source2You, qui est un super site internet de doTERRA, où vous avez l'histoire de certaines huiles essentielles et l'histoire aussi de la distillation, des petits producteurs, etc. Vous avez beaucoup sur ce site internet. Ce site internet est une mine d'informations pour connaître la manière dont doTERRA travaille et les plantes que doTERRA a choisies pour fabriquer ces huiles essentielles. Donc là, dans l'ordre, vous avez la lavande, avec les champs de lavande. La lavande de doTERRA, elle vient de France et de Bulgarie. Vous avez le citron, qui vient de Sicile et du Brésil. Vous avez la mélisse en bas à gauche. Vous avez la cannelle de Chine. Vous avez la camomille, la rose, l'encens, la bergamote, la grenade. Voilà. Et je crois que c'est le génévrier, tout en haut à droite. J'ai un petit doute là. Donc des plantes magnifiques. Et là, je vous ai mis une image du coup de la fabrication. Alors, il y a des vidéos qui sont très intéressantes à regarder sur la distillation. Du coup, là, vous avez, donc là, elles vont être pressées. C'est des feuilles qui vont être pressées en haut à gauche. À droite, c'est les oranges qui sont triées avant d'être pressées à froid. Donc, c'est des grosses râpes qui râpent les oranges après pour récupérer le zeste. Et là, vous avez du coup la récupération de l'huile essentielle à l'issue de la distillation. Voilà. Alors, quoi trouver sur l'étiquette d'un flacon d'huile essentielle? Donc ça me paraît essentiel aussi à connaître. D'abord, vous devez avoir le chémotype de la plante. Le chémotype, c'est le constituant biochimique majoritaire ou la caractéristique qui est présente dans l'huile essentielle. C'est la signature de l'origine ou du terroir spécifique de la plante. Voilà, donc en fait, le chémotype, c'est ça qui va vous indiquer, par exemple, si vous avez un eucalyptus citronné ou un eucalyptus radié ou de la lavande vraie, de la lavande aspic. Voilà, enfin, ces choses, c'est indiqué par le chémotype. Parce qu'en fait, ça va vous indiquer en fait si vous avez davantage de monoterpènes ou d'autres choses. Et suivant le chémotype majoritaire, c'est là qu'on catégorise la plante en fait. Et qu'on dit c'est un eucalyptus radié ou c'est un eucalyptus citronné, etc. C'est le chémotype qui définit ça. Voilà. Ensuite, vous devez trouver, doit être indiqué l'organe ou la partie végétale utilisée, duquel provient cette huile essentielle. Donc, c'est les feuilles, les fruits, les péricarpes, les rameaux, les écorces, les sommités fleuries. Voilà. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, suivant d'où provient l'huile essentielle, on n'utilisera pas de la même manière.
Ensuite, être bien vigilant à la garantie 100% pure et naturelle, parce que ça indique que l'huile essentielle n'a pas été modifiée ou diluée et qu'elle n'a pas été déterpénée, rectifiée ou reconstituée. Donc ça, c'est hyper important. Il y a des huiles essentielles qui sont déterpénées. Et si elles sont déterpénées, eh ben, elles perdent ou qu'elles sont rectifiées ou qu'elles sont reconstituées, elles perdent de leur qualité, elles perdent de leur valeur. Et ce que vous avez dedans, bah, vous perdez du coup beaucoup de molécules de la plante en fait. Voilà. Ensuite, vous devez avoir un numéro de lot, tout simplement, parce que pour avoir la traçabilité et vous permettre de contacter le fabricant pour avoir tous les éléments d'analyse sur votre flacon. L'origine géographique, c'est pas indispensable. La plupart des marques responsables et des marques qui travaillent correctement, j'ai envie de dire, vous disent d'où viennent leurs plantes, parce qu'elles n'ont elles ont rien à vous cacher. Vous devez avoir, donc la DLUO, c'est la date limite d'utilisation. Et vous devez avoir les coordonnées du fabricant, voilà, pour pouvoir le contacter. Et la contenance. Les flacons d'huile essentielle, c'est 5 ml, 10 ml ou 15 ml, suivant le fabricant. Voilà. Alors, on en revient à cette histoire de qualité. Une huile de qualité sera une huile efficace et sûre. Voilà, j'ai pas mis sûre, mais c'est une huile efficace et sûre. La qualité d'une huile essentielle, elle dépend de la qualité de la plante. Donc, soit une plante sauvage, soit une plante cultivée. Et si elle est cultivée, est-ce qu'elle est bio ou est-ce qu'elle n'est pas bio? Parce que comme je vous le disais, si vous avez une huile essentielle d'une plante qui n'est pas bio, et ben, très logiquement parlant, dans votre huile essentielle, vous retrouvez tous les intrants chimiques et pesticides qui ont été utilisés pour faire pousser cette plante. Donc c'est hyper important. Parce que évidemment, vous n'avez pas intérêt à consommer et à utiliser des produits avec des pesticides, surtout si vous les mettez sur la peau ou que vous les ingérez. Ensuite, la cueillette. La cueillette est hyper importante. La cueillette est hyper importante parce que la plante devra être cueillie au bon moment. Comme je vous prenais l'exemple de la rose, il faut qu'elle soit suffisamment ouverte et pas fanée. Voilà. Et il faut qu'elle ait poussé, pas sous serre. Voilà, c'est le plus naturellement possible, évidemment. Voilà. Et puis, autre chose qui n'est pas indiquée là, c'est la plante doit avoir poussé sur son lieu d'origine. Voilà, parce que c'est là qu'elle poussera le mieux. Et donc, c'est là qu'elle sera de la meilleure qualité, forcément. Ensuite, la qualité va dépendre aussi du mode de transformation et de comment la transformation aura été effectuée. L'eau, d'abord, doit être une eau pure de source, pas trop calcaire. Ensuite, la température est hyper importante. Si c'est trop chaud, la qualité va être moindre. Et si c'est pas assez chaud, pareil. En fait, les molécules, c'est la distillation, donc c'est la vapeur d'eau qui permet de séparer les molécules. Donc, si c'est trop chaud, ça va nuire aux molécules. Et si c'est pas assez chaud, les molécules vont pas bien se séparer. Et donc, vous pouvez avoir des mélanges, du coup. Ça peut ne pas être très clair, en fait, dans les molécules que vous allez récupérer dans votre huile essentielle. Donc, une huile essentielle de très bonne qualité, elle a été distillée à la juste température. C'est vraiment très, très scientifique. Ensuite, le temps de distillation est aussi très, très important. Si c'est distillé trop longtemps, ça va nuire à la qualité. Si c'est distillé pas suffisamment longtemps,
eh ben, les molécules n'auront pas suffisamment de temps pour se séparer les unes des autres et vous n'aurez pas toutes les molécules intéressantes dans votre flacon. Par exemple, la lavande, elle a des propriétés antihistaminiques. Si la lavande n'est pas distillée suffisamment longtemps, eh ben, vous n'aurez pas ces molécules antihistaminiques dans votre flacon. Voilà, c'est ce qui fait la différence aussi d'une marque à une autre, hein, du coup. La pression est hyper importante aussi puisque c'est la pression qui va donner l'odeur des huiles essentielles. Donc, il faut que ce soit pressé suffisamment, mais pas trop. Enfin, voilà. Et enfin, hyper important, mais on en rejoint au côté pur, 100% pur et naturel, pas de molécules de synthèse ajoutées, évidemment. Alors, il me semblait intéressant de vous parler des différents labels. Il y a différents labels qui existent, comme pour tous les produits que vous consommez. Et donc là, j'avais envie de faire un petit focus dessus. Alors, vous avez le label bio qui est en haut à gauche, avec la petite feuille là. Vous avez le label HECT, le label HEBBD et le label CPTG. C'est les 4 labels les plus connus pour les huiles essentielles. Alors, HEBBD signifie que vous avez le chémotype. Enfin, HECT, HEBBD, c'est un peu, ça se recoupe un peu. Donc, HECT, huile essentielle chémotypée, c'est ça que ça signifie. Donc, si vous avez ce label sur votre flacon, ça signifie que vous êtes sûr du chémotype. HEBBD, c'est donc biologiquement et botaniquement déterminé. Voilà, donc ça c'est hyper important aussi. Et bon, tant qu'à faire, il faudrait les 3, quoi, du coup. Et bio, bio, ça paraît être le minimum, quoi, pour vous garantir qu'il n'y a pas d'intrants chimiques. Alors, ceci dit, attention, moi je suis toujours un peu. Le label bio, c'est comme tout, c'est comme quand vous achetez vos produits. Et puis les autres labels, c'est pareil. La position d'un label sur un flacon va avoir un coût et va amener certaines choses. Il y a des producteurs qui n'ont pas le budget ou pour qui c'est trop compliqué d'aller mettre ces labels-là dessus. Ça ne veut pas dire que l'huile essentielle n'est pas de qualité. Donc, dans tous les cas, ce que vous avez intérêt à faire, c'est de vous renseigner sur le produit que vous achetez et d'échanger avec le producteur. Voilà, de savoir d'où vient cette huile essentielle, comment elle a été fabriquée, parce qu'il se peut que vous connaissiez des petits producteurs qui sont ni labellisés bio, ni avec le truc apposé HECT ou HEBBD, et pourtant, eux, ils sont tout à fait capables de vous dire que le chémotype, c'est le tel, que la famille biologique, c'est celle-ci, et qui peuvent vous faire visiter leur distillerie et leurs champs, et que vous avez la preuve en direct qu'ils n'utilisent pas d'intrants chimiques. Voilà. Et du coup, vous êtes sûr de la qualité de leurs produits. Voilà. Après, pour tout ce qui vient de l'étranger, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, les labels peuvent rassurer aussi. Mais pareil, je vous invite vraiment à vous renseigner sur la marque et à vérifier. Et à suivre aussi votre intuition. Voilà. Le label CPTG, c'est le label qu'utilise doTERRA. Et ça signifie certifié pur de grade thérapeutique. Voilà, donc je vais vous l'expliquer un peu plus après. Il y a une dernière chose que je voudrais évoquer par rapport à l'utilisation des huiles essentielles. Voilà, c'est les prix. C'est les prix. Parce que le prix, pour moi, selon moi, le prix est aussi ce qui va déterminer la qualité de votre huile essentielle. Vous avez vu la quantité pour la rose, la quantité de pétales qu'il faut pour fabriquer une huile essentielle. Pour l'encens, c'est pareil, en fait. Pour avoir une résine d'encens de qualité, c'est un produit très rare. Si vous trouvez un flacon d'encens qui coûte le même prix que votre flacon de citron ou que l'écart de prix
est pas très élevé, c'est que très certainement la marque que vous utilisez n'est pas de si bonne qualité que ce que vous pouvez le penser. Donc j'aime bien ces 3 images-là, parce que les images que vous avez là, elles vous montrent le basique en fait. Vous avez à gauche, vous avez les carottes pleine terre. Voilà, vous savez, pleine terre, vous avez la photo, vous savez d'où elles viennent, vous avez l'image. À côté, vous avez une autre marque. Il y a même pas, voilà, vous savez même pas d'où elles viennent, elles ont toutes le même calibre, voilà. Et à droite, vous avez le même type de carotte, mais labellisé bio. Voilà. Le prix de ces différents produits va dépendre aussi. Puis vous avez le packaging qui va avec aussi. Donc tout ça, c'est des choses qui, pour moi, sont révélatrices de la marque que vous choisissez et des produits que vous allez utiliser. Après, il y a des petites subtilités dans les huiles essentielles, comme par exemple, chez doTERRA, vous avez, donc là, le choix, c'est de comparer sur un flacon d'eucalyptus radié. Le flacon de 15 ml, il vaut 14,50 €. C'est un flacon de 15 ml, donc 250 gouttes. 1 millilitre équivaut à 16 gouttes chez les doTERRA, parce que les Cody-gouttes sont gros. À droite, vous avez une autre marque, donc la marque Lambda, la marque la plus basique, on va dire. C'est la marque Repère, quoi. C'est des flacons de 10 millilitres qui coûtent 3,20 €. Donc vous voyez, la différence de prix entre les deux, c'est quand même assez hallucinant. C'est des flacons de 10 millilitres qui font 350 gouttes. Donc dans 10 millilitres, vous avez 350 gouttes. Chez doTERRA, dans 15 millilitres, vous avez 250 gouttes. Ça veut dire que la goutte va être plus grosse en fait chez doTERRA que dans la marque du milieu. Pour avoir 1 millilitre, il va vous falloir 35 gouttes. Alors que chez doTERRA, pour 1 millilitre, il vous faut 16 gouttes. Voilà, c'est le ratio en fait. Voilà, donc pour avoir une dose efficace, il va vous falloir 4 à 6 gouttes au milieu d'huile essentielle, donc 2 à 3 fois la dose de chez doTERRA. Voilà. Et le prix, du coup, on est à peu près sur le même prix, en fait, sur le même ratio. 0,05 d'un côté et 0,04 à 0,06 de l'autre. Voilà. Et pour la marque labellisée bio qui est à droite, vous avez aussi un flacon de 10 millilitres qui coûte 4,95 €, donc un petit peu plus cher que le premier prix. Pareil, 10 millilitres, 350 gouttes. La dose efficace, 2 à 4 gouttes. Et là, le ratio, du coup, ça va être 0,03 à 0,06 € pour une goutte. Voilà. Donc après, vous faites votre choix entre les marques. Et voilà. Moi, je vous invite vraiment à regarder ça. Des fois, on s'imagine que c'est cher et en fait, c'est pas plus cher. Alors, pourquoi moi j'ai choisi doTERRA? Et puis après, je vous parlerai plus du label CPTG. Alors, doTERRA, c'est une marque qui travaille très humainement et au plus proche de la nature. Les huiles essentielles doTERRA, elles sont à très forte vibration. Voilà. Donc, l'origine des plantes, déjà. doTERRA choisit ses producteurs et a un contrat d'exclusivité avec les producteurs. Toutes les plantes poussent sur leur terre d'origine. Ils ont un réseau mondial de petits producteurs et de distillateurs qui sont sélectionnés. Ils vont sur le terrain et ils choisissent les personnes avec lesquelles ils travaillent. Et ils leur enseignent le savoir-faire des plantes, le savoir-faire de comment cultiver la plante. Et ils leur apprennent aussi, ils ont tout un programme avec ces communautés, ils leur apprennent aussi comment ils peuvent utiliser les huiles essentielles qu'ils fabriquent. Voilà. Et ils ont tout un accompagnement de la communauté avec, du coup, ça va à côté avec l'engagement éthique et responsable.
où ils fonctionnent du coup en commerce équitable, donc ils rémunèrent à juste valeur les producteurs qui travaillent avec eux, les producteurs, les cultivateurs, les cueilleurs et les distillateurs. Ils soutiennent l'ensemble de la famille et de la communauté, donc ils leur demandent de quoi ils ont besoin. Et par exemple, s'il y a besoin de construire une école, ils construisent l'école pour que les gens se sentent bien. Et voilà, donc ils s'engagent dans des projets humanitaires. Et du coup, la qualité des huiles essentielles, elles sont certifiées pures de grade thérapeutique, sans contaminants, pesticides, rigoureusement testées. Alors moi, le pourquoi j'ai choisi de travailler avec doTERRA, moi ça faisait un moment que je m'intéressais aux huiles essentielles et j'ai choisi doTERRA par confiance au départ, parce qu'on m'a proposé de tester. Et c'est quelqu'un en qui j'avais confiance, qui m'a proposé cette aventure. Et puis, quand j'ai reçu mon premier kit, j'ai vraiment pu, à l'odeur et puis à l'utilisation, vérifier à quel point elles sont puissantes et vibrantes. Et ce qu'elles ont transformé dans ma vie et celle de ma famille, c'est vraiment, aujourd'hui, je ne regrette absolument pas cet investissement de départ que j'ai mis. Aujourd'hui, je les utilise tous les jours. Elles font partie de mon quotidien et elles simplifient notre vie dans le quotidien. Voilà, pour tout, 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 tout. Autant pour les cauchemars des enfants que pour la petite déprime que je peux rencontrer, pour m'ancrer. Voilà. Et aujourd'hui, je travaille avec et je suis mais vraiment ravie. Et en plus, du coup, j'appartiens à une communauté d'ambassadrices qui sont toutes aussi chouettes les unes que les autres. Et le travail que je fais au quotidien, j'adore parce que du coup, je peux partager avec des gens comme vous des produits d'aussi bonne qualité et ce qu'ils peuvent transformer dans le quotidien de tout un chacun. Voilà. Alors, pour finir sur la qualité des huiles doTERRA, donc il y a toute une batterie de tests qui est faite sur chaque flacon. Donc là, vous avez les 3 séquences de tests que vous pouvez trouver. Donc la base, les tests de base, ça va être le test organoleptique, le test de chromatographie gazeuse, le test de spectrométrie de masse et le test chiral. Voilà. Il y a l'isotope carbone aussi. Ça, ce sont les tests qu'on fait sur toutes les marques d'huile essentielle, normalement. Normalement, c'est ce qui se fait et c'est le minimum pour avoir le droit de commercialiser une huile essentielle. doTERRA, en plus, va faire 8 autres tests, voilà, qui sont expliqués là. Voilà. Et j'ai fait un petit focus spécial là-dessus sur mon groupe Vibrer au naturel avec les huiles essentielles, si ça vous intéresse. Vous pouvez le retrouver. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tous les indispensables à avoir sur un flacon, chez doTERRA, vous les retrouvez. Et si vous allez sur le site internet Source2You et que vous êtes curieux, vous avez vraiment toute l'histoire et comment sont utilisées les huiles essentielles. Voilà. Il faut savoir que le monde des huiles essentielles, aujourd'hui, c'est un monde en pleine expansion et qu'il y a de plus en plus de marques qui commercialisent des huiles essentielles. Et au final, c'est très difficile de savoir, de distinguer une bonne marque d'une marque basique ou d'une marque de mauvaise qualité. Et on est potentiellement susceptible d'acheter un peu n'importe quoi. Il y a énormément de marques qui sont trafiquées ou qui ont été fabriquées de mauvaise qualité. Donc, c'est vraiment important de se pencher sur ce qu'on achète. Voilà. Donc là, vous avez la carte de la provenance des huiles essentielles doTERRA. Donc ça, je vous l'ai expliqué. On en vient ensuite à quelles sont les manières d'utiliser les huiles essentielles.